Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci infiniment de prendre le rendez-vous de l'entretien du dimanche. Aujourd'hui, nous recevons une invitée de premier plan. Il s'agit de la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Madame Sedami Medegan Fagla. Avec elle, nous allons revenir sur le bilan du président Patrice Talon, analyser l'héritage qu'il laisse au Bénin après 2 mandats marqués par des réformes profondes et discuter, bien entendu, de la nécessité de préparer avec beaucoup de responsabilité la prochaine élection présidentielle. Pendant 52 minutes, donc, nous allons décrypter les acquis, les défis et les perspectives pour notre pays. Madame la ministre, merci infiniment d'accepter notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Vous avez un programme très chargé, donc je tiens vraiment à vous remercier pour avoir dégagé ce petit temps pour nous permettre donc d'échanger avec vous. Voilà, au nom de toute l'équipe, je vous dis donc merci. Je propose que nous démarrons par l'actualité du moment, l'installation de la 10e législature à l'Assemblée nationale. Quels sont selon vous les défis qui attendent les nouveaux députés en matière de gouvernance et de réformes prioritaires? En effet, le 8 février dernier, nous avons assisté à l'installation de la 10e législature. Tout le peuple béninois y a participé ou a vécu cela. Vous y étiez également avec beaucoup d'autres membres de l'exécutif. J'étais au Parlement et je ne sais pas si vos caméras ont pu noter l'effervescence, le nombre de Béninois, de militants venus de tous bords, de Béninois en fait, de toutes catégories sociales et professionnelles, présents sur le parvis ce dimanche-là. Donc, ça a été une installation qui s'est faite dans une ferveur, en fait, dans la fête. Je le souligne parce qu'en 2019, le contexte ne l'a pas permis. Mais en 2023, malgré la présence des démocrates, on n'a pas eu cette ferveur-là aussi. Donc, vraiment, on a assisté à une très belle installation le dimanche dernier. Et en termes de défis, effectivement, enfin, pour moi, il y a deux défis. Il y a le défi qui s'impose à toute législature, à tout parlement qui s'installe. C'est celui de continuer à légiférer dans le respect de l'intérêt supérieur. Légiférer, contrôler l'action du gouvernement, participer aux décisions qui engagent notre pays et prendre des textes de loi qui organisent notre vivre ensemble, mais toujours dans le respect de l'intérêt supérieur. Leur deuxième défi qui, à mon sens, est très important, est que, en fait, cette législature qui va expérimenter le septennat que nous avons installé va se dérouler pendant que les réformes que nous avons engagées depuis 2017 vont arriver à maturité. Nous avons commencé en 2017, donc ça fait déjà 9 ans de réformes. Dans un an, on sera à 10 ans de réforme du système partisan, de tout notre arsenal politique, de notre démocratie. Leur mandat va se dérouler dans la plénitude, en fait, des réformes qu'on a consenties, qu'on a réalisées depuis un certain nombre d'années. Donc, même s'il y a des ajustements à faire, ils devront faire ces ajustements-là, ils devront les réaliser en respectant l'esprit de départ qui a guidé ces réformes-là, en fait. C'est-à-dire renforcer notre démocratie, et renforcer le rôle des partis politiques dans l'animation de notre démocratie. Donc voilà pour moi principalement les défis qui s'imposent à eux. Voilà, mais la question du moment, c'est aussi le fait que cette législature soit exclusivement composée de députés issus du BR et de l'UPR. Certains y voient un recul de la démocratie ou un affaiblissement, on va dire, du débat politique. Comment est-ce que vous analysez Absolument cela? pas. Vous savez, au démarrage, je vous ai dit que je vous ai parlé de la ferveur qui était celle du dimanche 8 février dernier. Et que cela ne s'est pas ressenti, nous n'avons pas vécu cela en 2019, nous n'avons pas vécu non plus à l'installation du Parlement de 2023. Les Béninois ont été aux élections, d'accord. Et près de 3 millions de Béninois ont fait le choix d'accorder les 20%, en tout cas leur confiance, à 2 partis politiques. 5 partis ont été aux élections législatives. Et les Béninois ont sciemment reporté leur choix, en fait, leur confiance sur les 2 partis, Union progressiste le renouveau et Bloc républicain. Donc, je suis totalement confortable avec cela parce que si tous les partis n'avaient pas été en compétition, on aurait pu
avoir une certaine inquiétude. Mais à partir du moment où les Béninois ont eu à choisir entre 5 partis politiques et leurs choix se sont portés sur ces deux-là, cela prouve combien notre peuple est mature en termes de perception de notre démocratie, de notre système partisan, comment notre peuple adhère à la réforme que nous avons démarrée depuis 2017 et comment d'ailleurs, en fait, c'est comme je dis, la réforme est en train d'arriver à maturité parce que ça veut dire que c'est normal pour le Béninois aujourd'hui qu'il y ait 2 partis politiques. Et cela, et en plus, quelque part, bon, on a vu d'autres partis. La 9e législature était composée de 3 partis politiques et les Béninois, pendant ces 3 ans et demi, pratiquement 4 ans, ont vu l'un des partis politiques voter contre ce qui allait améliorer leurs conditions de vie. Nous avons vu un parti politique pendant la 9e législature voter contre le budget, voter contre un budget auquel eux-mêmes ils ont apporté des amendements. Vous parlez des démocrates. Donc, oui, bon, enfin, sans vouloir les citer. Donc, je pense que les Béninois ont eu le temps d'analyser tout ça, d'analyser l'esprit qu'on appelle l'esprit de responsabilité de chaque parti politique et ont fait leur choix. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Moi, je salue cette maturité, en fait, que notre peuple a. Et de toute façon, je n'avais pas de doute là-dessus. J'étais certaine que le peuple béninois comprend très bien où se trouvent ses intérêts aujourd'hui. Donc, finalement, Madame la ministre, je comprends très bien, c'est que les Béninois ont sanctionné aussi ce parti-là parce qu'ils ont voté tout le temps contre tous les projets que le gouvernement a envoyés à l'Assemblée. Mais quelque part, bon, oui, je pense, hein, mais sans vouloir parler de sanctions, moi, je vais dire que, parce que je ne peux pas parler au nom du peuple, mais ce qui est certain, ce que je peux dire, qu'on a vu, c'est que le peuple béninois a préféré donner sa confiance aux 2 grands partis qui ont toujours soutenu l'action du gouvernement. Donc voilà, et l'action du gouvernement est toujours en faveur de la population. Lorsque la population dit, bon, dans telle région, il n'y a pas de route, nous allons amener la route là, que les 3 partis pendant les travaux au Parlement disent oui, vous avez oublié tel bout de route, il faut démarcher à tel endroit, il faut améliorer tels hôpitaux, il faut améliorer les conditions des paysans et que tout le monde s'entend, mais qu'au moment du vote, certains votent contre. Alors là, je pense que les Béninois ont eu largement le temps d'analyser le comportement des 3 partis politiques. Et quand on vote, en réalité, c'est pour décider de son destin, c'est pour choisir comment on veut que le pays soit gouverné, c'est pour dire, bon, voilà, on va choisir parmi ceux qui sont là et qui s'intéressent vraiment à nos problèmes et qui ont l'intention d'y trouver des solutions. Donc voilà, c'est ça. Voilà, quand vous parlez des Béninois, du peuple, ça m'inspire la question suivante parce que vous savez, le taux de participation, il était de 36,74% pour les législatives. Est-ce vraiment tout le peuple quand vous regardez 36%? Comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça, notamment pour la prochaine présidentielle? Alors, il y a 2 choses. La première chose, vous avez dit, est-ce que 36%, est-ce que c'est vraiment le peuple? Est-ce que c'est vraiment le peuple? Écoutez, c'est quand même 2,9 millions de Béninois qui ont été votés. Et je pense que si on ne les qualifie pas, si ils vous entendent dire est-ce que c'est vraiment le peuple, ils ne seront pas contents. Oui, mais 36,74 sur 100%. D'autant plus qu'en réalité, les élections se sont déroulées dans une paix, dans une ambiance extraordinaire. Donc, personne ne pouvait dire qu'elle avait la crainte de sortir pour aller voter ce jour-là. Au contraire, ça a été... On a rarement vu, enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas vu cette affluence-là, en tout cas pour ce qui concerne ma circonscription. Donc, le taux de participation peut s'expliquer de plusieurs manières. Il faut garder en mémoire que nous avions l'habitude, au temps de la LEPI, de constituer notre liste en demandant aux gens qui avaient l'intention d'aller voter de venir exprimer leur intention de vote. Donc, ce sont ceux qui avaient déjà l'intention de voter, qui décidaient de voter, d'accomplir leur devoir, qui allaient s'inscrire sur la liste. Et forcément, le taux de participation alors se mesurait uniquement à ces gens-là. Si 20 personnes ont dit qu'ils vont aller voter, eh bien c'est sur ces 20 personnes-là que le taux de participation se calculait avant. Aujourd'hui, les choses sont faites de telle manière que toutes les personnes qui ont 18 ans sont automatiquement considérées comme votants. Donc forcément, ça augmente mécaniquement le nombre de personnes qui sont susceptibles de voter, mais ça ne... Tant qu'on n'a pas fait le travail d'expliquer à tout le monde et à tout Béninois
qui a 18 ans. Pourquoi est-ce qu'il doit aller voter? On peut comprendre que, bon, beaucoup ne comprennent pas encore l'importance d'exercer son droit de vote, ne comprennent pas en quoi ça impacte leur vie, mais de façon directe. Donc, on peut comprendre qu'ils ne voient pas l'importance de sortir. Mais après, c'est à nous, politiques, présents dans toutes les communes, dans tous les quartiers, dans tous les villages, d'expliquer à toutes les catégories, à nos jeunes, à toutes les personnes en fait, que nous rencontrons, pourquoi est-ce qu'il faut aller voter. Parce que aller voter, c'est dire, bon, nous souhaitons que tel ou tel projet continue, ou nous souhaitons que tel ou tel projet ne continue pas. Si j'habite par exemple une région où il me manque encore des infrastructures, et que lors de l'élection prochaine, je ne vote pas, on peut se dire que bon, le gouvernement qui va venir peut se dire que bon, ce n'est pas important pour eux, on va plutôt regarder ceux qui ont le plus voté pour distribuer chez eux à ceux-là de façon prioritaire, ceux qui ont mis l'argent que nous avons tous cotisé. Donc pourquoi est-ce que l'argent que tout le monde a cotisé ira à ceux qui ne votent pas, ceux qui n'expriment pas leur besoin de recevoir comme on appelle le développement ou recevoir les actions du gouvernement. Donc je pense qu'il faut expliquer à nos concitoyens que voter en fait, c'est exiger l'amélioration de ces conditions de vie. C'est dire, moi, j'estime que vous devez avoir un regard sur moi, vous devez changer mon destin, et si je vous donne ma confiance pour que ce soit fait, mais si ce n'est pas fait, je peux sanctionner autrement, puisqu'il y a des concurrents. Nous allons aux élections présidentielle prochaine avec un concurrent. Donc, les Béninois ont vu que pendant les 10 années qui ont... Avec un concurrent, précisons, vous, votre candidat, c'est le... Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis que nous allons... Le ministre d'État, voilà, le ministre d'État. Donc, le concurrent, c'est le Oumpe. duo Wadani Talata. Et les concurrents sont le duo candidat de la FCBE. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, les Béninois ont eu 10 ans pour se rendre compte que aujourd'hui, en tout cas... La rupture a apporté quelque chose. Quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait. Quand on dit qu'on va améliorer les conditions de vie, on se bat pour le faire. Et que partout, dans quasiment les 77 communes, il y a quelque chose qui a commencé, il y a quelque chose qui a démarré. Ne serait-ce que les routes qui sont apportées pour désenclaver nos localités. Voilà, et nous permettre de circuler et tout. Donc, le fait de voter le 12 avril prochain, de sortir massivement pour voter, c'est OK, très bien, Talon a fait, mais nous ne sommes pas encore satisfaits, nous en voulons davantage. Ayez le regard sur nous, portez votre attention sur nous. Et c'est pour ça qu'il faut sortir massivement en avril prochain pour aller voter. Je salue vraiment votre éclairage sur le taux de participation parce qu'on n'avait pas forcément cette vue-là. On se disait, non, c'est tous ceux qui ont voté le jour-là. Donc, c'est en réalité, même ceux qui ne sont pas venus voter, voilà, on fait... sont comptabilisés. D'accord, parfait. Le calcul du taux de participation aujourd'hui se fait sur une base qui est large. Or, cette base-là ne correspond pas forcément à ceux qui avaient déjà l'intention de voter, ceux qui ont exprimé une intention de voter. Et quels sont, selon vous, les acquis majeurs du président Patrice Talon au cours de ces 2 mandats-là? Alors, sincèrement, il y a tellement d'acquis. Tous les acquis du président Talon sont majeurs, en fait. Et il serait difficile de les classer ou de dire quels sont les plus... Mais, alors, il y a 2 types d'acquis. Il y a les acquis visibles, qui sont les infrastructures, tout ça, et les acquis invisibles qui ont participé carrément à transformer le Béninois de l'intérieur. Donc, pour moi, les acquis visibles que tous les Béninois voient, les infrastructures, les routes, les marchés, le chic, les stades un peu partout. Sincèrement, même les projets, hein, le projet Arche, le projet Suède, tout le social qui a été fait depuis 2016. Mais à côté de ça, ce qui est le plus marquant pour moi, c'est la transformation de l'état d'esprit du Béninois. Aujourd'hui, le président Talon nous a appris que nous sommes obligés, nous devons absolument travailler dans le sérieux, dans la transparence, avec de la rigueur
pour changer notre destin. Et tous les Béninois, où qu'ils soient, quelle que soit leur position, je le remarque au quotidien, sont animés de cela aujourd'hui, en fait. Hein. Et c'est extraordinaire parce que ça, c'est cet engouement-là qu'il y a en chacun qui va nous permettre de préserver ce qu'il nous a laissé et qui va nous permettre de continuer à travailler toujours dans le sens d'améliorer, de faire mieux, en fait, de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux. Tous les Béninois sont très fiers aujourd'hui de l'image de leur pays. Et ils en sont fiers, ils en sont jaloux. Et ils le vantent, ils en parlent. C'est extraordinaire. Et franchement, je pense que c'est ça les principaux acquis, en fait. Il y a les acquis qui sont visibles, que tout le monde voit, tout le monde salue, la transformation de notre cadre de vie, qui est extraordinaire parce que, vous savez, la richesse d'un pays, l'un des piliers qu'on comptabilise dans la richesse d'un pays, c'est les infrastructures. Les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que quand j'entendais certains leaders qui ont été présidents de la République, qui osent dire, qui ont gouverné ce pays pendant 10 ans, qui osent dire, oui, on voit les infrastructures, mais je suis choquée parce que je me dis, mais... Vous parlez de qui, Madame la ministre? Je ne citerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Mais lorsqu'on dit qu'on est économiste, on est, en tout cas, moi, je ne suis pas économiste, je suis chimiste organisé, je suis scientifique, tout le monde le sait. Mais la petite culture d'économie que tout le monde peut avoir permet de savoir que dans la richesse d'un pays, on comptabilise les infrastructures immobilières. Hein? Et donc, d'ailleurs, j'aime donner comme exemple, je dis, mais quand il dit ça, quand il prend son avion, quand ces leaders prennent leur avion là, et arrivent dans un pays développé, la première chose qu'ils voient, c'est comment le pays est bâti. Et tout le monde dit, oh, le pays est beau, les ils ont construit leur pays, c'est moderne. Mais c'est parce que c'est ça la première richesse d'un pays, en fait. C'est la construction, c'est ce que vous injectez dans votre cadre de vie. Et c'est ça qui attire le monde entier. Donc, ce patrimoine est extraordinaire. Et d'ailleurs, vous savez, pour la petite anecdote, ça c'est lorsqu'on comptabilise, on regarde les pays qui ont subi la colonisation, pourquoi certains ont pu s'en sortir plus vite sur certains continents. On regarde le patrimoine que le colon a laissé, en fait. Ouais. D'accord? Et c'est la manière dont le pays a été construit avant, en tout cas l'état de construction du pays, au moment où le colon l'a laissé, participe au développement, parce que ça fait partie du patrimoine. D'accord, les infrastructures laissées sur place. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, Patrice Talon nous laisse un patrimoine extraordinaire, que ce soit au niveau du port, les investissements qui sont faits pour agrandir notre port, c'est extraordinaire. Je pense que peut-être que tout le monde ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que Patrice Talon a posé aujourd'hui les fondations de notre développement. Vous voyez, quand on construit sa maison, on dépense un tiers de son budget pour, on construit, on va d'abord, les maçons, ils font des trucs, la fondation. un grand trou, ils mettent du ciment dedans et ils font ce qu'ils appellent les fondations. Patrice Talon nous a fait les fondations pour construire notre maison et les fondations sont si solides qu'on peut construire des gratte-ciels maintenant sur notre pays. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous quand vous parlez de comment on appelle, de l'image que le Bénin reflète aujourd'hui à l'extérieur. Tous les Béninois en sont fiers et tous le saluent, la modernisation du pays. Mais au même moment, il y a beaucoup qui dénoncent un certain recul, enfin des libertés, une certaine restriction des libertés. Comment est-ce que vous percevez cela? Vous savez, la modernisation d'un pays va forcément avec des règles. Si par exemple, j'investis tout ça, regardez la place de l'Amazone, qui est visitée par le monde entier. Les gens prennent leurs billets juste pour venir faire des photos sur la place de l'Amazone. Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsque vous prenez les vols aujourd'hui, vous voyez des personnes venant de partout, de Singapour, de pays même que vous ne pouvez pas imaginer, dont vous ne pouvez pas imaginer que les habitants connaissent votre pays. Et donc ils viennent chez vous et ils disent, quand vous leur demandez qu'est-ce que vous venez faire, on vient prendre une photo avec l'Amazone. Donc imaginez que cette place de l'Amazone, toute la marina là que nous avons, que ce soit comme avant où quand on y va, on peut jeter son sachet comme on veut, on peut installer son étalage,
comme on le fait dans certaines rues. On prend on appelle les matériaux de récupération. Là. On installe un petit quelque chose pour vendre à manger là. Est-ce que ce serait acceptable? Le Béninois ne peut pas accepter ça. Regardez, moi, un jour, je passais là et je voudrais en appeler à notre esprit civique parce que c'est quelque chose qui m'a profondément traumatisée. Je passais là un matin et sur le boulevard de la Marina, j'ai vu un citoyen en train de faire pipi dans les fleurs. Oh là là. Ça m'a personnellement traumatisée. Oh là là. Et est-ce qu'un Béninois lambda aujourd'hui ne peut pas tolérer ça? Je sais que tous nos concitoyens plus aucun Béninois ne peut tolérer cela, c'est clair. Et donc forcément, c'est notre fierté, l'avenue de la Marina. Donc la modernisation de l'État va avec des règles que tous les citoyens doivent respecter pour maintenir la cohésion, notre bien vivre ensemble. Mais il y a des pays où ceux qui disent ça là, quand ils vont à côté, on a le recul ce qu'on appelle le recul de la démocratie, mais on observe ça. Il y a des pays où on ne peut même pas liker, je dis liker, pas commenter, liker des posts qui disent que les dirigeants de ces pays ne font pas les choses bien, n'ont pas les bonnes priorités. Quand vous likez ça, on vous prend, on vous emmène au front. Et je vois certains de nos concitoyens applaudir ces pays-là. Je ne comprends pas, en fait, et parler de recul de la démocratie ici. Il y a des pays où les partis politiques n'existent plus. Le Parlement n'existe plus. À côté de chez nous, nous avons des frontières avec des pays où la politique n'existe plus. On peut citer cela. Au Burkina Faso, très récemment, ils ont voté la loi. Burkina Faso, Niger, Mali. Voilà, exactement. Donc, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus d'Assemblée nationale, il n'y a plus rien. Et on ne peut même pas se permettre d'exprimer son opinion. Donc, de quoi on parle lorsqu'on parle de recul de la démocratie? Ce qui se passe au Bénin, c'est que, bon, le Béninois a changé, nous sommes en train de changer l'image de notre pays. Notre pays est révélé, on ne peut même plus parler, on ne peut pas dire que nous sommes en train de révéler notre pays. Notre pays est déjà révélé aujourd'hui. Et lorsque la lumière du monde est sur vous, vous devez adopter des comportements qui continuent à encourager les gens à venir chez vous et à participer à votre économie. Voilà, vos propos m'inspirent une question qui n'a rien à voir avec le bilan du président Talon. Je veux parler justement de ces pays-là qu'on vient de citer, Burkina Faso, Niger et autres, mais je veux parler précisément du président Tiani qui récemment a accusé nommément le président Patrice Talon, le président Alassane Ouattara et également donc la France, parce que tout simplement des djihadistes avaient attaqué l'aéroport Amani Diori de Niamey. Comment est-ce que qu'est-ce que vous avez ressenti quand il accusait comme ça le président Patrice Talon? Je suis profondément choquée et sincèrement, c'est épuisant d'avoir des personnes, des dirigeants qui, au lieu de s'occuper de ce qui se passe chez eux pour améliorer la sécurité chez eux, améliorer l'accès aux services de base de leur population, sociaux de base. Détournent l'attention de leur population au mauvais endroit, chez des voisins qui ne leur veulent que du bien d'ailleurs. Parce que je voudrais rappeler que nous avons une très forte communauté nigérienne au Bénin qui vit très bien et qui est contre les paroles, les propos de président Tiani. D'accord? Donc, je suis choquée en fait, comme chaque fois, mais je salue la réaction des Béninois pour une fois. C'est de cela que je parlais également, le changement de comportement, la fierté que les Béninois ont pour leur pays, le patriotisme qui est en train de naître chez le Béninois, parce que je n'ai pas vu une seule page, je n'ai pas vu un seul commentaire en faveur de Tiani. Les Béninois ont condamné unanimement. Et puis, j'ai entendu hier que le ministère de la Justice, j'ai écouté tout à l'heure au petit matin, le ministère de la Justice nigérien a fait un communiqué qui contredit totalement ce que Tiani a dit, qui dit que le véhicule que les djihadistes ont utilisé, que en tout cas ceux qui les ont attaqués ont utilisé, est un véhicule du ministère des Mines, qu'ils ont récupéré dans une attaque, bien sûr qu'ils ont récupéré dans une attaque précédente, d'une part, et que ce sont des citoyens nigériens et burkinabés qui étaient responsables, qui composaient ce groupe de terroristes-là. Donc, quel Béninois il y a dans ça? Et nous, aujourd'hui, nous sommes tellement concentrés sur comment faire pour nous sortir de ce marasme-là, pour ne plus être un pays, on va dire, pauvre, que franchement, on n'a pas le temps de s'occuper de ce qui se passe chez le voisin. Il est vrai que ce qui se passe chez lui nous impacte, parce que s'il ne tient pas bien, si Tiani ne tient pas bien les frontières nigériennes, ces terroristes
vont faire des incursions chez nous. Donc, effectivement, ça nous préoccupe, ce qui se passe à nos frontières, mais nous n'avons absolument pas le temps de nous occuper de ce qui se passe chez lui. Et puis, des analystes ont démontré que la zone où, je ne connais pas du tout le Niger, mais que la zone où l'attaque a eu lieu est tellement loin du Bénin, à l'opposé du Bénin, qu'on ne comprend même pas qu'un dirigeant avec un minimum je sais pas moi, éclairer un minimum, puisse sortir des choses comme ça. Donc, en tout cas, la communauté internationale, les analystes et les Béninois eux-mêmes ont traité les propos de Tiani comme totalement incohérents, hein, et l'ont même et de risible, je vais dire ça, pour ne pas manquer de respect à une personne qui se prétend être un chef d'État. Voilà, madame, quand vous parlez de fierté, j'ai bien envie de vous, comment on appelle, de vous poser cette question dont la réponse est même évidente, hein, mais je vais quand même la poser puisque nous faisons le bilan avec vous donc du président Patrice Talon. L'une de ces actions qui a vraiment rendu le Béninois fier dès le départ, ça a été le retour des trésors royaux d'Abomey. Et ensuite, il y a eu donc d'autres projets culturels, hein, notamment les Vodou Days. Comment est-ce que vous pensez que tous ces projets-là, sur le plan de la culture, ont un impact aujourd'hui sur l'image du Bénin, peut-être même le tourisme aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle le soft power, en fait. Aujourd'hui, le Bénin a développé un soft power extraordinaire. Nous ne sommes peut-être pas une puissance militaire, aujourd'hui nous sommes une puissance culturelle. Et l'opportunité la période s'y prête parce que nous avons depuis quelques années maintenant entamé une décennie de revendications culturelles et culturelles, d'accord? Et il fallait être un dirigeant éclairé pour comprendre que c'est à ce moment-là qu'il fallait revendiquer le retour de nos biens, d'une part, qu'il fallait permettre aux afro-descendants de se connecter à chez nous et valoriser notre tradition, le vaudou en fait, ce qui fait notre culture à nous. Et donc, aujourd'hui, grâce à ces actions, le Bénin est devenu le centre culturel et cultuel même du vaudou. Le Bénin s'est approprié cette image qu'on lui a toujours donnée de façon négative et en a fait une image propre, une image jalousée. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai vu, lorsque un des influenceurs est passé dans la sous-région, iShowSpeed, le youtubeur américain. Eh bien, pour la première fois de l'histoire, certains pays autour de nous, je ne vais pas les dire, ce sont nos amis, ont commencé à montrer le peu de tradition de culture qu'ils ont. On venait commencer à venir voir, pour dire, voilà, nous aussi on fait ça. C'est pour vous dire, aujourd'hui, d'abord, il faut saluer le courage du président Talon. Moi, je dirais même l'audace, parce qu'aller réclamer ces trésors-là... Dans une période où personne n'avait plus le courage de le faire, tous les pays étaient découragés. Aucun pays d'ailleurs. On a été le premier, encore une fois, à le faire et à l'obtenir. Je remercie le président Macron quand même pour sa flexibilité également, et le Parlement français, qui d'ailleurs vient d'adopter un test également, qui est au Sénat actuellement, qui va encore plus assouplir les choses. Mais bravo, président Macron, mais encore plus bravo, président Talon. Vous avez vu le nombre de Béninois qui sont déplacés pour aller à la présidence, pour visiter les œuvres et la fierté que cela constitue aujourd'hui, en fait. Hein. Cela nous permet, en fait, ça complète tout ce qu'on est en train de mettre en place pour notre industrie touristique. Ça va permettre de diversifier les revenus économiques du Bénin. Bien sûr, nous avons diversifié notre économie. Aujourd'hui, notre économie n'est plus totalement basée sur le coton comme certains peuvent le penser. Au contraire, même si l'agriculture constitue toujours un pilier, mais les revenus... Aujourd'hui, il y a le kaju, il y a les anacades, il y a d'autres filières qui sont là. Il y a tout ce qui est ananas, etc., qui sont des filières aujourd'hui qui sont en cours de développement. Il y a également l'industrialisation de notre pays aujourd'hui, avec la GDZ, et une autre zone économique spéciale qui va être créée à Kétou, toujours dans l'esprit, la perspective de continuer à industrialiser notre pays. Et l'industrialisation vient avec quelque chose d'extraordinaire, vient avec deux choses extraordinaires. La transformation de nos matières premières. Donc nous-mêmes aujourd'hui, notre coton,
notre anacarde, soja, notre soja, tout ça, nous les transformons, ce qui fait que nous pouvons les vendre beaucoup plus cher à l'extérieur. Ce n'est plus les autres qui viennent chercher chez nous pour aller les transformer et gagner tout ce qu'il y a comme revenu intéressant là-dessus. Aujourd'hui, plutôt que d'exporter le produit brut, on ajoute nous-mêmes la plus-value avec ici, la transformation. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? De créer de l'emploi, d'accord? On a des milliers de nos jeunes qui travaillent dans ces usines-là à Glodjigbe et non seulement de créer de l'emploi, de financer notre économie, d'accord, de disposer de davantage de ressources. Aussi, donc il y a l'industrialisation, il y a le tourisme. Vous voyez le nombre d'investissements qui sont faits aujourd'hui pour créer les musées, l'arène, Vaudou, tout ce qui a été fait même à Ouida et tout. Et puis ça a commencé depuis 2016-2017, dès l'arrivée du président Talon. Nous avons commencé par notre parc, le parc Pendjari, qui en réalité dans l'Afrique de l'Ouest est le meilleur, le plus beau parc en fait, et qui est capable de compétir avec les parcs qu'on trouve en Afrique du Sud et dans cette région-là de l'Afrique. Malheureusement, bon, on sait le que contexte sécuritaire. Voilà, vu le contexte sécuritaire, ça c'est un peu sous boisseau. Et le gouvernement a continué à investir massivement un peu partout dans notre pays pour valoriser notre patrimoine culturel et le Béninois en profite. Non seulement on a du tourisme, on a des gens qui viennent de l'extérieur pour voir notre pays, pour participer à Vaudou Days, pour participer à Wiloveya, pour participer désormais à Cotonou Comedy Club, pour participer à tout ce qu'on a comme événement culturel. Mais nous avons également quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait pas avant, c'est le tourisme local. On a des Béninois qui viennent de partout pour faire Vaudou Days, pour faire Wiloveya. Donc vraiment... Pour aller visiter l'Amazone, même moi, tout le monde, on y va tout le temps. Les week-ends maintenant, la place de l'Amazone est bondée. Effectivement. Elle est bondée. Les gens viennent du nord, les gens viennent du sud, les gens viennent de l'est et de l'ouest, de tous les coins du Bénin pour aller faire une photo sur la place de l'Amazone. Voilà. Madame la ministre, quand on observe bien aujourd'hui, le modèle Talon, c'est un modèle, j'ai même envie de dire qu'on peut vendre, unique. Qu'on peut exporter. Bon, ça c'est vous qui l'avez dit. On va l'écrire et le vendre, dire bon, voilà. D'accord. Mais c'est assez unique, fait de pragmatisme, d'efficacité. Est-ce que ce modèle-là, est-ce que vous le considérez aujourd'hui comme un héritage que les générations futures de politiques, je veux dire, doivent garder comme héritage, je me répète, comme héritage, comme modèle à perpétuer? Obligatoirement. En fait, cette question... Malgré les petites critiques aussi, on parle de liberté. Aucun être humain n'est parfait et aucun modèle ne peut être parfait. Aucun système ne peut être parfait. Les gouvernances précédentes, malgré tous leurs défauts, avaient des adeptes, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas espérer que 100% de ces adeptes soient convaincus du changement de paradigme que nous avons imposé dans notre pays aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut faire la paix avec ça. Toutefois, aujourd'hui, il faut savoir que chaque Béninois est jaloux de ce que Patrice Talon a fait, de ce que Patrice Talon lui a inculqué, de ce que Patrice Talon nous a laissé en réalité comme manière de diriger, de gérer les affaires publiques. Et ce qui fait que c'est chaque Béninois qui est gardien de ce qui se passera, de la gouvernance des prochains présidents. Vous savez, le jour quand on était à Vaudou Days, à Ouida, la dernière édition, je marchais et des jeunes m'ont reconnu. Nous voulons rencontrer Wadaï, nous voulons rencontrer... Et je disais, ah bon, si vous le rencontrez, qu'est-ce que vous allez lui dire? De lui dire que de faire comme Talon, et qu'il ne peut pas, il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est incroyable. En fait, une obligation. Oui, et j'ai trouvé ça extraordinaire, et pour moi c'est le reflet de ce que je viens de vous dire, que le Béninois aujourd'hui est transformé de l'intérieur en fait, et que sa perception du rôle qu'un le dirigeant, l'homme d'État, celui qui dirige notre destin commun, celui qui est à la tête de notre nation, la position qu'il doit avoir, l'image qu'il doit projeter, la manière dont il doit prendre les décisions, la manière dont il doit se donner lui-même pour le pays. Donc c'est en fait, le Béninois est jaloux de cela, et c'est le Béninois même qui va veiller à perpétuer ça
en tant qu'héritage. D'accord. Alors, Madame la ministre, le président Talon a insisté sur le renforcement des institutions tout au long de ces 2 mandats. Est-ce que vous pensez que cet objectif-là a été éteint quand vous regardez un peu tout, enfin, c'est bientôt le départ du président Patrice Talon. Quand vous regardez nos institutions aujourd'hui, comment est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce que l'objectif est atteint? Mais totalement, l'objectif est atteint. Avant, nous avions des institutions dont les présidents ont dit des choses choquantes qui ont marqué l'esprit des Béninois jusqu'à aujourd'hui. 39 ans plus un jour. Rafraîchissez-nous la 39 mémoire. ans plus un jour égale à 40 ans. Ah, d'accord, ok. Mais non, aujourd'hui, nos institutions, depuis la réforme du système partisan, et sous la houlette du président Talon, ont également transformé la perception de leur place et de leur rôle. D'accord. Et la récente révision de la Constitution est venue renforcer chacun dans son rôle, dans son fonctionnement. On prend la Cour constitutionnelle, par exemple. Avant, la Cour constitutionnelle était saisie par les citoyens pour des objets, pour des sujets qui ne relevaient même pas de son domaine de compétence. Parce que quand on dit la Cour constitutionnelle, c'est dans le mot constitution, qu'on appelle le mot constitution même donne la mission et l'attribut. En tout cas, nous donne des informations sur les missions que doit être le et rôle l'attribution de la Cour constitutionnelle, qui en réalité est là pour être le garant de ce que les lois qui sont prises soient conformes aux prescriptions de la Constitution. Mais nous avons dévoyé cela. Et lorsqu'une personne est même, lorsqu'il y a des bisbilles entre politiques, certains se permettaient de saisir la Cour constitutionnelle parce qu'ils estimaient qu'on a attaqué leur image en vidant les autres instances juridiques de leur matière, de leur métier, de leur rôle en fait. Donc la Cour constitutionnelle a été renforcée dans sa position et aujourd'hui nous avons un Sénat qui va servir d'arbitre entre l'exécutif et le législatif et qui va permettre à chacun de rester dans son couloir, de jouer son rôle et ils vont veiller justement à la cohésion entre nos institutions et à la préservation de notre cohésion nationale, en fait, de la paix, de la démocratie au Bénin. Donc le Sénat a sa raison d'être, selon vous, pour régler les impasses qu'il y avait dans le temps entre l'exécutif et le législatif. En fait, le Sénat permet de préserver nos institutions d'éventuels problèmes qui pourraient y avoir demain. D'accord. D'éventuelles querelles qui pourraient y avoir entre elles demain. Donc le Sénat sera là pour renforcer chacun dans son rôle, dans sa position et préserver entre eux tous qu'on appelle un vivre ensemble intelligent, en fait. Voilà. Madame, je propose qu'on sorte un peu du Bénin et qu'on regarde de loin notre pays. Il y a quelques années, quand les gens regardaient, on parlait même du Bénin comme le laboratoire de la démocratie, c'est-à-dire l'endroit où la démocratie vit réellement. Est-ce que vous pensez que cette image-là est conservée après les 2 mandats du président Patrice Talon? Je vais vous dire quelque chose. Nous venons même de renforcer cette image-là. Ah bon? Nous sommes le laboratoire de la démocratie. Dans un laboratoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la recherche. On améliore, on invente. On réforme. Je suis chercheur. Et donc, le rôle dans un laboratoire, on n'est pas dans l'immobilisme. Au contraire, on améliore tout le temps. On peut prendre les mêmes réactions, les repasser. Voilà. Et donc, c'est ce que nous avons fait ces 10 dernières années-là. Nous avons amélioré la démocratie. Nous avons réinventé la démocratie béninoise et nous l'avons renforcée. Nous avons renforcé nos acquis, nous avons renforcé nos institutions, nous avons replacé les partis politiques dans leur rôle et nous les avons mis au service du développement de notre nation. Nous avons mis chaque politique aujourd'hui, chaque parti politique dans l'esprit qu'on est politique, pas pour devenir soi-même, pas pour qu'on appelle la promotion personnelle, mais pour participer à l'amélioration des conditions de vie des Béninois et de façon durable. Donc, nous avons renforcé notre démocratie. Nous avons renforcé qu'on appelle le mandat, l'alternance au sommet de l'État, en disant que de toute façon, de votre vie, de sa vie, personne ne peut exercer 2 mandats. Donc, on a plus de 2 mandats. À partir de ce moment, qu'est-ce que le Béninois craint? Et nous avons rallonger la durée du mandat
du président de la République pour permettre aux dirigeants qui vont venir de ne plus se sentir obligés de travailler dans la précipitation, bâcler ce qu'ils ont à faire pour obtenir un suffrage pour une réélection éventuelle. Parce que d'habitude, on sait que l'habitude de nos concitoyens, c'est d'accorder en général leur confiance 2 fois à un dirigeant. Donc aujourd'hui, un dirigeant qui est là n'aura plus besoin de courir pour sa réélection. Pour sa réélection. Et il aura largement le temps d'exprimer ses ambitions pour ce pays. Et à la fin de son mandat de 7 ans, de son septennat, le peuple pourra juger, aura de quoi juger. Je vous rappelle, lorsque nous avons, en 2021, lorsqu'on est arrivé au bout du premier mandat du président Talon, nous avions des choses à défendre, mais pas suffisamment. Il y avait beaucoup de citoyens qui étaient encore sur leur faim, alors que 2 ans de plus nous auraient permis de défendre un mandat unique, enfin un seul mandat, mais avec plus de réalisation. Il a fallu 2 mandats, arriver au bout des 10 ans pour que les Béninois soient satisfaits, soient fiers, comprennent d'où le président Talon est parti, où est-ce qu'il les a emmenés et pourquoi ça a pris autant de temps, pourquoi ça a pris ce temps-là. Donc voilà, nous avons renforcé l'exécutif afin qu'il puisse désormais avoir le temps d'exprimer sa vision à la tête de notre pays. Je me souviens de quelqu'un qui a fait ce commentaire-là. Il a dit qu'il a fallu 10 ans pour qu'on comprenne finalement que le gouvernement Maquette, en fait, était un gouvernement infrastructure. Voilà. Mais c'est ça, il a fallu 10 ans pour que les Béninois comprennent. Voit. Parce qu'au départ, tout le monde parlait de maquettes, on voit que les maquettes... Et que chaque Béninois aujourd'hui revendique. Ah oui, chez moi, il n'y a pas si. Avec beaucoup de fierté. Chez moi, il y a toujours... Donc nous aussi, on veut... Moi, j'ai entendu des gens dire, ah oui, on a serré la ceinture, on a appris à serrer la ceinture. C'est pas pour on ne veut pas desserrer. Tant que nous, on n'a pas ça chez nous, là, on ne veut pas desserrer la ceinture. C'est pour vous dire. Donc voilà. La confiance que les Béninois ont en l'exécutif aujourd'hui, cette confiance est restaurée en fait. Aujourd'hui, on sait que quand l'exécutif dit qu'il promet quelque chose, il trouve les voies et les moyens pour respecter, pour en tout cas améliorer les conditions de vie. Ce qui est le rôle en fait de tout exécutif. Voilà. Alors, madame, je propose qu'on revienne un tout petit peu sur la présidentielle. Ouais. Quand je rencontre comme ça des membres donc, de l'exécutif ou même encore de la mouvance présidentielle, il y a cette question que je leur pose et j'ai bien envie de vous la poser également. Et là, je veux parler à madame Médégan Segla, enfin, Sedami Médégan Fagla. Voilà. La personne, vous-même, quand vous regardez, comment on appelle, le ministre d'État, Romuald Wardani, par rapport à la présidentielle, il a quoi de particulier? Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à le soutenir? Pourquoi est-ce que vous êtes prêt à convaincre les Béninois pour qu'ils votent pour lui? Je veux bien savoir. Il y a 2 choses. Il y a la chose invisible que tous les Béninois ne peuvent pas voir parce qu'il faut avoir une certaine proximité pour connaître une personne, personnellement, pour connaître ses qualités et ses défauts. Donc ça, les Béninois ne peuvent pas le voir. Et il y a la chose que tout le monde peut deviner, comprendre, c'est le fait que pendant 10 ans, il a été aux côtés du président Talon, cheville ouvrière, acteur principal de tout ce que nous avons fait depuis 2016. Le fait qu'il connaisse les problèmes de tous les Béninois où qu'ils soient, puisque quel que soit le secteur ministériel, tous les projets passent par les finances. Donc, il est au cœur de tout ce que nous avons fait, du projet le plus petit au projet le plus grand qui ont été menés dans ce pays. Donc, il est... Pour moi, en fait, c'est la personne la plus indiquée pour nous amener encore plus loin parce qu'il connaît l'ambition, il connaît les frustrations, il va nous permettre de dépasser, d'aller encore plus loin que ce qu'on n'a pas nous-mêmes terminé. Il va les terminer et aller encore plus loin. Donc, c'est celui qui en tout cas, à mon sens, moi, me rassure moi, et devrait rassurer tous les Béninois. Ensuite, il y a ce que les gens ne peuvent pas percevoir, c'est ses qualités, les qualités humaines. Et ça, j'aime dire que... Il y a une phrase que je dis souvent, je dis, les Béninois prendront le temps, auront le temps de le connaître. C'est comme le président Talon, quand il est venu au pouvoir, les gens voyaient seulement une certaine image de lui. Effectivement. Avec le temps, les gens ont découvert l'homme d'affaires de succès. Les gens connaissent ses qualités aujourd'hui. Les Béninois peuvent vous dire de leur chambre, quand vous leur dites il y a telle situation, ils vous diront le président Talon réagira de telle manière et tout, parce qu'ils le connaissent, ils peuvent le décrire. Et je suis persuadée que les Béninois prendront du plaisir à découvrir le président Romuald Wardani, en tout cas le candidat Romuald Wardani. Non, mais est-ce que c'est un pas... Si on lui accorde l'action, ils nous accordent leur confiance, parce qu'il ne faut pas croire que si les Béninois nous accordent leur confiance, ils vont découvrir que c'est une personne qui est sensible, qui a à cœur
de continuer à améliorer en fait le quotidien des Béninois et qu'il y ait une certaine sensibilité sur ce qui manque encore à nos concitoyens et qu'il a la rigueur du président Talon, d'accord. Encore plus, il a été aux côtés du président Talon pendant 10 ans. Il a cette rigueur-là et il va nous étonner sur beaucoup de sujets. Voilà, le président Talon, on a remarqué surtout que lui aussi, c'est un passionné du Bénin. Wadaï est un passionné du Bénin aussi. C'est un passionné du Bénin. Wadaï est un passionné du Bénin. De toute façon, on ne peut pas être ministre des Finances à ce niveau pendant 10 ans si on n'est pas passionné du Bénin. Et c'est pour ça que je dis qu'il a une sensibilité exacerbée sur ce qu'il y a encore à améliorer et comment trouver les solutions pour l'améliorer. Le président Wadaï est celui qui a passé le plus de temps à aller chercher des solutions pour nous, à aller chercher de l'argent pour régler nos problèmes. Donc, en termes de sensibilité, je pense qu'il a eu, en tout cas, d'avoir à cœur comment résoudre nos problèmes. Il a démontré cela pendant 10 ans et au sommet de l'exécutif, il va accomplir des miracles. Voilà, j'ai écouté Madame Sedami Médégan-Fagla. Maintenant, je vais vous redonner votre casquette de politique, puisque c'est déjà la fin. Je veux que vous vous adressez donc à tous les Béninois, la prochaine présidentielle, sur le plan donc de la fête que cela doit constituer et également le taux de participation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Béninois pour finir? D'accord. D'abord, je voudrais remercier les presque 3 millions de concitoyens qui sont sortis pour exprimer leur choix le 11 janvier dernier. Et ce qui a permis de déboucher sur le Parlement, la 10e législature, avec la ferveur que nous avons pu observer le jour de l'installation, le 8 février dernier. Saluer tous les Béninois qui sont venus sur le parvis de l'Assemblée nationale pour célébrer l'installation de nos députés et leur rappeler à eux et à ceux qui ne sont pas sortis voter qu'il est important là d'aller faire le choix de la personne qui va présider notre destin pendant 7 ans. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que pendant 7 ans, s'il y a des projets qui ont commencé, il faut qu'ils aillent au bout à certains endroits. S'il y a des projets qui n'ont même pas été, ou s'il y a des desiderata qui n'ont pas été pris en compte, c'est le moment de dire il faut que nos desiderata soient pris en compte. Il faut que vous soyez conscient que dans cette région, chez moi, dans ma commune, je manque de ceci, nous manquons de cela. Donc, nous voulons que ça change. Et pour cela, il faut aller voter massivement le 12 avril prochain. Ce choix est d'une importance capitale parce que nous allons engager notre destin pour 7 ans minimum. 7 ans, c'est long. C'est pas court, c'est pas court, c'est long, c'est une certaine durée. Et il faut que tous les Béninois, en tout cas le maximum, soient confortables avec cela. Et je voudrais dire aux primo-votants, à nos étudiants, aux jeunes, aux parents qui ont des enfants qui ont l'âge d'aller voter, de les encourager, de leur expliquer pourquoi il faut aller voter, pourquoi il faut exprimer leur choix en fait. La certitude que nous avons, c'est que le 12 avril prochain sera une fête, sera une célébration. Et j'exhorte tous mes concitoyens à participer à la fête. Il ne faut pas que quelqu'un manque à cette fête-là et soit observateur, ou ne participe pas à cette fête et soit observateur uniquement. Il faut dire que moi-même j'ai voté, j'ai contribué à les lire, donc j'ai voix au chapitre, je peux parler, je peux exprimer mes besoins, je peux exprimer si j'estime que mes besoins ne sont pas satisfaits dans les temps, si j'estime que mes desiderata ne sont pas pris en compte. Mais pour ça, il faut aller voter d'abord et il faut aller voter massivement. Il faut que chaque commune se distingue, il faut que chaque quartier se distingue, il faut que chaque village se distingue lors des élections présidentielles d'avril 2026. Merci. Merci infiniment à vous, Madame la Ministre. Merci énormément d'avoir partagé avec nous votre analyse et vos perspectives sur le bilan du président Patrice Talon, son héritage et les enjeux, et bien évidemment, de la prochaine présidentielle. Merci infiniment parce que votre agenda est tellement chargé, mais vous avez quand même trouvé ce petit créneau à nous accorder. Je vous en sais très, très, très reconnaissant. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, l'avenir du Bénin repose sur les fondations posées aujourd'hui et sur la responsabilité de chacun demain. Voilà, c'est déjà la fin de l'entretien du dimanche de ce jour. On se retrouve donc dimanche prochain pour un autre numéro. À très bientôt.